Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je posais une question, non? J'espère que vous allez bien. Ah, super. Alors, moi, je suis avec vous aujourd'hui pour la masterclass 4 qui s'intitule Chiffrement, controverse des ports dérobés, sécurité contre surveillance. Alors, il y a un petit sommaire, on aura les différentes définitions, la certification et la signature électronique, la sécurité, surveillance et conclusion. On m'a donné 30 minutes pour la masterclass, donc normalement je dois finir à 15h05, Inch'Allah. Il est 14h35. Nous allons passer à quelques petites définitions pour qu'on puisse peut-être, avant d'entrer dans la grande question, c'est quoi le chiffrement? J'imagine qu'il y a certains d'entre vous qui ont participé à une séance de l'année passée où on a bien parlé de tout ce qui est chiffrement. Le chiffrement, c'est un processus qui permet de rendre les données illisibles sans régler le déchiffrement approprié. Et c'est quoi les ports dérobés? Parce qu'on parle de ports dérobés ici dans la thématique. Les ports dérobés, c'est des entrées secrètes dans un système informatique qui permettent à un agent d'accéder aux données ou au système sans la permission de l'utilisateur, comme le petit bonhomme qui est en train de se cacher derrière la machine. Et une porte dérobée au backdoor est une fonctionnalité inconnue de l'utilisateur légitime qui donne un accès secret au logiciel. Et la personne connaissant la porte dérobée peut l'utiliser pour surveiller les activités du logiciel, voire en prendre le contrôle par continuement de l'authentification ou de l'autorisation. Et cette porte c'est quoi la controverse? Ça veut dire que ces portes-là, elles peuvent être intentionnelles ou non intentionnellement. D'accord? Ces portes dérobées, quand elle est intentionnelle, quand elle est intentionnelle, généralement, c'est créé par les développeurs de logiciels ou les administrateurs système pour des raisons telles que la maintenance, le dépannage. Et les portes non intentionnelles, ça peut être en majorité cause d'erreurs de programmation ou de vulnérabilités de sécurité. Et elles peuvent être utilisées, comme on l'a dit, à des fins légitimes ou malveillantes. Et les portes dérobées légitimes peuvent être utilisées par les forces de l'ordre pour enquêter sur les crimes ou par les entreprises pour protéger leurs données. Et les portes dérobées malveillantes peuvent être utilisées par les pirates informatiques pour voler des données ou attaquer des systèmes. On va passer à quelques définitions encore, comme la signature électronique. Et la signature électronique, c'est l'équivalent de la signature manuscrite pour les documents matérialisés et peut adopter différents formats. Les fichiers texte tableur et elle garantit l'identité du signataire et l'intégrité des documents. Attention, la signature électronique est différente de la simple image de la signature manuscrite collée sur un document. Et c'est fait à partir de procédures de cryptologie, de cryptographie, donc c'est basé sur le chiffrement. C'est quoi le certificat électronique? On peut l'appeler certificat électronique à clé publique. Il permet d'identifier une personne physique ou morale, chiffrer des échanges, signés en ligne en toute sécurité. Par rapport au certificat électronique, il y a 3 niveaux de sécurité et la classe 3 est la plus élevée. Donc, on peut avoir les certificats de type logiciel, matériel, et les plus connus, c'est le certificat SSL qui permet de sécuriser la communication entre les serveurs et les navigateurs. On a également le certificat de signature électronique. Certification et signature électronique qui portent dérobées. La certification et la signature électronique, comme je vous ai dit, c'est des techniques qui sont basées sur le chiffrement qui permettent d'identifier l'utilisateur ou l'émetteur d'un données. Et elles permettent de sécuriser les
garantir la confidentialité des communications électroniques. Quand on parle de port dérobé dans le cadre de la certification et la signature électronique, il y a beaucoup de compromissions. Et si une porte dérobée est découverte par un attaquant, il pourrait l'utiliser pour usurper l'identité d'un utilisateur ou d'un émetteur de données. Un exemple, un attaquant pourrait utiliser une porte dérobée pour signer électroniquement un document frauduleux, et ce document pourrait ensuite être utilisé pour obtenir un prêt ou un autre avantage financier. Dans le cas des communications électroniques, on a une compromission de la confidentialité. En effet, si une porte dérobée est utilisée par un attaquant pour accéder à des communications chiffrées, il pourrait lire le contenu de ces communications. Par exemple, on peut lire les emails d'un individu ou les communications de l'entreprise. Donc, il y a différents cas de figure. On peut usurper l'identité d'un utilisateur pour accéder à son compte ou à un service en ligne. On peut signer électroniquement un document frauduleux. On peut lire les communications chiffrées d'un individu ou d'une entreprise. Voici la controverse en fait. On se dit, on a des ports dérobés. Comme on a dit, on a donné la définition, elles peuvent être intentionnelles ou non intentionnelles. Donc, voici le dilemme, la sécurité contre la surveillance. Dans le contexte du chiffrement, comme on vous l'a dit, il y a beaucoup de controverses. Il y a des partisans du en bleu, des ports dérobés, il y a des partisans qui disent qu'on n'en veut pas. Donc, les partisans des ports dérobés affirment qu'elles sont nécessaires pour la sécurité nationale et la lutte contre la criminalité. Ils soutiennent que les gouvernements et les entreprises doivent avoir un moyen d'accéder aux données chiffrées en cas d'urgence ou d'enquête criminelle. Et les opposants aux ports dérobés affirment qu'elles sont dangereuses pour la vie privée et la sécurité. Ils soutiennent que ces ports pourraient être utilisés par le gouvernement pour exploiter les citoyens et par les entreprises pour collecter des données sur les utilisateurs. Exemple de port dérobé. Un administrateur système qui crée un compte secret pour se connecter à un serveur sans avoir entré son mot de passe. Un logiciel de chiffrement qui contient que le déchiffrement secret produit uniquement par le développeur du logiciel. Une vulnérabilité de sécurité dans un logiciel qui permet à un attaquant de prendre le contrôle du système. En fin de compte, la question de savoir si les ports dérobés sont des outils de sécurité ou de surveillance est une question de perspective. Les partisans des ports dérobés voient ces ports comme un moyen de protéger les citoyens et les sociétés contre les menaces graves, et les autres les voient comme une menace à la vie privée et à la sécurité. Donc, il faut peser les risques et les avantages de ces portes-là et prendre une décision sur leur utilisation. On a différents risques. La possibilité que les ports dérobés soient utilisés par les attaquants malveillants ou la possibilité que les ports dérobés soient utilisés par les gouvernements pour espionner leurs citoyens. On a des avantages. La possibilité que les ports par les forces de l'ordre pour enquêter sur les crimes graves et la possibilité qu'elles soient utilisées par les entreprises pour protéger leurs données contre les cyberattaques. Donc, la décision de les installer doit être une décision complexe. C'est une décision complexe qui doit être prise au cas par cas. En conclusion, il est clair que les ports dérobés constituent un risque pour la sécurité et la confidentialité des données, et les gouvernements et les entreprises doivent être conscients de leur existence et prendre des mesures pour se protéger contre elles. Et ceux qui envisagent d'installer des ports dérobés doivent être conscients de ces risques-là. Je ne peux pas venir à une masterclass sans pour autant parler de mon service. Comme on vous a dit, je suis la directrice du service de certification et de signature électronique depuis 2020. Et notre slogan, c'est le numérique en toute confiance. Donc, c'est un service qui est créé par une loi de 2016 sur les transactions, services et échanges électroniques. Et nous sommes rattachés au secrétariat général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Nous avons une composition qui est assez simple. On a un comité de certification qui est comme une sorte de conseil d'administration et de service en tant que tel, qui a deux cellules, la cellule système d'information et la cellule juridique. Et le comité est composé de plusieurs personnes émanant de différents ministères qui interviennent dans cette signature et cette certification électronique. Et on a des perspectives comme aller vers une agence nationale de certification électronique pour être vraiment, pour assurer la confiance numérique, gérer les certificats et les signatures électroniques en gros, contribuer à la coopération internationale, etc. Donc, ceci concerne le commerce électronique, le e-gouvernement, le e-banking, e-finance, e-santé, e-learning. Donc, merci, c'était tout pour la présentation. Questions, création, contribution.
D'accord? Ok. Tu n'as rien pour les qui a les contributions? Parce que les esclaves numériques se cachent. Ah. Donc, on y va. Je vais prendre 5 interventions pour qu'on ait rapidement laissé la place pour la masse suivante. Oui, non? Allez-y. Non, je veux prendre les noms seulement d'abord. Boubacar Keïta. Boubacar Sidi. Ok. Awa Traoré. C'est ça? Hein? Awa. Mhm. C'est tout? Oui. Moussa Koulé. D'accord, donc on va commencer avec eux. Peut-être que ça va susciter d'autres questions dans la salle. Boubacar Sidi Keïta. De vous? Laboratoire. D'accord. Ma question, juridiquement, est-ce que les signatures électroniques ont été par l'international? D'accord. Merci. Awa ou Traoré? Awa. C'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez bien prononcé. Okay. Donc, ma question à moi, c'est entre signature et certificat électronique, quel est le plus utilisé aussi? Quel est le plus. Dans quel contexte on utilise un certificat et dans quel contexte on utilise une signature? Il n'y a pas de problème. Moussa Koulé. Bonjour. Ma question à moi, c'est quoi le rôle du cultage? Le rôle du cultage. Comment tu vas pouvoir le faire? Boubacar Sidi Keïta, il faut savoir que la signature électronique, comme je l'ai dit, elle a été encadrée par une loi, elle-même qui gère le service de certification et de signature électronique, une loi de 2016. Donc, elle contient toutes les informations concernant la façon dont on peut utiliser la signature électronique. Et on est dans un espace CEDEAO en fait. Et au niveau CEDEAO, c'est valable en fait. Ça veut dire qu'il y a possibilité de collaborer avec les autres pays de la CEDEAO. Entre parenthèses, Oui. je voulais bien préciser sur le plan international, en Europe et en Asie, parce que le cas nous est arrivé. Okay. Lorsque le directeur a voyagé, donc on a eu un offre, donc puis la signé électroniquement. Donc, quand le dossier a été arrivé sur le bailleur, Oui. on a été obligé d'envoyer par DHL. D'accord. En fait, il faut savoir que, comme je l'ai dit, le service de certification a commencé son opérationnalisation en 2021. Et on a fait une étude qui s'appelle une étude pour voir comment on peut faire en sorte que cette certification et cette signature soient opérationnalisées au Mali. Ça, c'était en 2021 et on a collaboré avec l'Union internationale des télécommunications sur ce projet-là. Donc, on a différentes phases, on a 3 phases et on est à un truc de 3 milliards comme ça sur 2 à 3 années en fait. Et donc, dans cette phase d'opérationnalisation, il faut savoir qu'il y a des choses à faire en fait. Il faut que l'autorité de certification au niveau Mali soit reconnue sur le plan international. Donc, on n'est pas encore à ce niveau-là. Et donc, ce qui fait que c'est difficile pour le moment sinon, si vous en temps normal, si tout était fait, vous auriez dû signer à partir d'un certificat électronique qu'on vous a délivré, et puis ensuite, il sera validé de l'autre côté. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Donc, on est toujours en phase d'opérationnalisation. Par rapport à WOW, là, il y a une différence entre la signature et le certificat. Le certificat, pour signer électroniquement, il faut avoir un certificat de signature électronique, en fait. D'accord?
Et c'est ce certificat-là qui va te permettre de signer électroniquement, parce que comme on dit, c'est une carte d'identité qui va permettre de déterminer dans quel cadre tu dois signer. Parce qu'il faut savoir, dans le cadre de la signature électronique, on peut avoir, par exemple, une personne qui signe en tant que citoyen pour l'état civil. Imaginez un jour, vous êtes assis devant, à la maison, devant votre télé ou bien dans votre salon, et vous demandez un casier judiciaire ou bien tous les documents qu'on demande là par rapport au concours là. C'est à partir de ton certificat en tant que citoyen que tu peux le signer en fait. Mais maintenant, si c'est le cadre AOA qui travaille par exemple au ministère de la Communication dans le cadre d'un poste comme directrice du service de certification, tu peux avoir un autre certificat de signature qui te permet de signer, mais en tant que directrice du service de certification, c'est différent. Donc, voilà pourquoi les certificats sont donnés en fait. Donc, les certificats permettent de savoir dans quel cas tu dois signer. Il y a une durée de validité, parce que généralement, dans les pays, c'est au bout d'une année que tu dois renouveler ton certificat, en fait, et le cadre, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Et nous apprenons le rôle des cryptages. Qu'est-ce que tu vas nous en dire plus par rapport au cryptage? Qu'est-ce que tu penses du rôle du cryptage? Oui. Selon toi, c'est quoi? Si je peux, après... Bonjour à nouveau. Bon, c'est ma première fois d'entendre le mot cryptage et je ne peux pas en dire plus sur le cryptage. Non, mais c'est légitime. Qui veut répondre? Parce que je ne peux pas répondre à ça. Qui veut répondre? C'est quoi le cryptage? Oui, et c'est où? C'est le cryptage? Allez-y, oui. Bonjour, le bon pour moi. Tu peux t'approcher pour un micro. Le cryptage, c'est comme le déchiffrement des données. Déchiffrement des données. Déchiffrement des données. Allez, merci. Merci beaucoup. Ah, c'est maintenant vous décidez. Bonjour tout le monde. Utilisez un peu le micro pour les gens. Je pense que c'est bon. Pour moi, le cryptage, le décryptage, c'est le fait de courir les données souhaitées pour faire en sorte que d'autres personnes ne puissent pas les lire sans votre autorisation. On peut, en quelque sorte, courir quelque chose, quoi. Faire en sorte que quelqu'un d'autre n'ait pas accès librement, quoi, sans votre autorisation, quoi. En fait, crypter les données, c'est quoi? Le cryptage ou le chiffrement, c'est faire en sorte que c'est pour protéger les communications. Il s'appelle comment? Moussa Koné. Voilà, il se peut que tu veux envoyer un message, par exemple, à une personne dans le cadre du travail, ou une personne qui t'est chère et tout, et tu ne peux pas que les autres sachent ce qu'il y a dans ton message. Le problème, c'est que le message, quand il quitte d'un point A à un point B, il traverse tout un circuit. Et ce circuit-là, il y a des parties qui sont gérées par des personnes qui peuvent découvrir le message que tu es en train d'envoyer. Donc, le cryptage fait en sorte que ces données soient illisibles en fait pour elles, de sorte à garantir la confidentialité, tout ça, les données, tout ça, et l'intégrité, tout ça. D'accord? Voilà. C'est comme par exemple un code que les jeunes peuvent utiliser entre eux, un jargon, et quelqu'un qui vient d'arriver, il ne comprend pas forcément ce qui se passe en fait. Ils ont codé, c'est comme si tu codes en fait. Ça peut y aller? D'accord, merci. Il est 14h53, je dois laisser le micro à 15h05. Une ou deux questions? Ou c'est bon, vous avez tout compris? D'accord. Donc, je vais peut-être résumer ma présentation. Puis, Est-ce que je peux savoir, par exemple, des logiciels donc, à travers lesquels on peut faire des signatures électroniques? Des exemples, parce que vous n'avez jamais vu ces logiciels-là. D'accord. Ce que je connais, c'est vraiment des logiciels comme c'est des signatures qu'on scanne, et puis donc on essaie de changer les à travers Photoshop. Non, ça peut être des signatures peut-être manuscrites scannées en fait. Je pensais que tu allais me demander un logiciel pour les potes d'héroïne, et dit bon. Non, en fait, il faut savoir que dans le cadre de la certification électronique, il y a ce qu'on appelle l'infrastructure à clé publique.
pouvez taper sur Google l'infrastructure à clé publique. C'est une sorte d'infrastructure qui est composée de machines et puis de procédures qui permettent de donner le certificat ou la signature électronique. C'est assez complexe parce qu'il s'agit ici on parle beaucoup de questions de souveraineté numérique. Parce que imaginez un service qui détient les signatures électroniques depuis le président de la République jusqu'au dernier citoyen. Ça fait quoi? C'est gros. Donc, il y a toute une infrastructure, un ensemble de procédures de matériel qui permettent de délivrer ce certificat, mais de faire en sorte de respecter toutes les normes en termes de sécurité, de protection, de confidentialité, d'intégrité. Donc, c'est cette infrastructure qu'on appelle l'infrastructure nationale à clé publique. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un simple logiciel comme ça qui te le fait, mais il faut toute une armada derrière. Voilà, donc c'est un peu complexe. Donc, merci de m'avoir reçu cet après-midi. J'étais là pour vous expliquer les ports dérobés. Les ports dérobés sous l'angle de la certification et la signature électronique. Et je vous ai parlé de l'importance de ces ports dérobés-là, des opposants et des partisans de ces ports dérobés-là. Donc, si jamais dans l'avenir vous avez affaire à ce genre de cas, il faut savoir les utiliser, avertir des risques et voilà, être conscient de ces différentes problématiques. Donc, merci à vous et bonne continuation. S'il vous plaît, on peut prendre une photo de famille.